Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 20h30. Si vous nous suivez à la télévision, via vos box, émission que vous retrouvez en parallèle, en replay chaque jour sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, Alphabet, la maison mère de Google qui trébuche d'un sommet boursier. Il faut quand même remettre les choses en perspective, mais effectivement, la sanction est assez lourde pour le titre Alphabet Google pour une capitalisation de cette taille-là. Il y a plus de 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière pour Alphabet Google avec un problème de capacité. C'est exactement ce qu'explique le management de Google aujourd'hui. Comme on avait eu le cas du côté de Microsoft, il faut continuer de développer nos capacités de serveurs, d'infrastructures en IA parce que la croissance ralentit du fait de ces capacités trop contraintes aujourd'hui. Résultat, la direction d'Alphabet Google va mettre les bouchées doubles sur les CAPEX en 2025, des CAPEX 2024 qui étaient ressortis à plus de 50 milliards de dollars investis dans les infrastructures IA et qui vont passer à 75 milliards sur l'année 2025. C'est 30% de plus que ce qu'estimait le consensus des analystes, d'où cette sanction boursière. Alphabet qui fait partie des grandes entreprises qui auront publié leurs résultats aujourd'hui, d'autres en Europe notamment, on pourra parler de Novo Nordisk, Total Energy à Paris ou encore Crédit Agricole dans le secteur bancaire. Pauline vous donnera tous les détails de ces publications dans un instant. L'autre dossier business du jour qui est en train de couler, c'est l'idée de la fusion entre Nissan et Honda, une fusion à plusieurs dizaines de milliards de dollars qui devait donner naissance au 4e groupe mondial automobile. La fusion est plus qu'en péril désormais puisque le board de Nissan a rejeté l'offre qui a été faite par Honda. Au départ, la fusion devait se faire entre égaux et puis Honda, visiblement, a pris ces derniers temps une position différente en essayant de racheter Nissan avec une prime qui n'était pas à la hauteur de la valeur de Nissan selon le management et la direction de l'entreprise. On notera que le titre Renault est affecté aujourd'hui sur le marché parisien. Renault qui détient encore une bonne participation au capital de Nissan. Et puis n'oublions pas Trump, bien sûr. On est dans la 3e semaine d'exercice du pouvoir de Donald Trump. Trump est sur tous les fronts. Nous en parlerons bien sûr dans un instant avec nos invités de Planète Marché et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse tout à l'heure avec l'idée de comparer un petit peu les débuts de Trump 2.0 par rapport à ce qu'on a pu connaître dans son premier mandat, notamment sur le front commercial. Le jeu des 7 différences, si je puis dire, ce sera avec John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabeau, qui sera avec nous à distance en visio dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Pas de grande tendance aujourd'hui, notamment quand on regarde les indices actions qui évoluent en ordre dispersé. Oui, voilà, en Europe, le CAC 40 est en léger repli, mais toujours autour des 7900 points. Aux États-Unis, après les résultats d'Alphabet et AMD, le Nasdaq ouvre en repli. On va y revenir, mais d'abord, place à l'enquête ADP qui montre que l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu, avec 183 000 créations en janvier. Le chiffre de décembre a été révisé à la hausse de 54 000 créations. Bon, des données d'emploi toujours positives. On verra ce qu'il en est avec le chiffre de vendredi pour l'ensemble du marché du travail américain. En revanche, on note une décélération dans les services à travers l'ISM Service publié cet après-midi. Oui, l'enquête de conjoncture dans les services pour le mois de janvier montre un ralentissement inattendu de l'activité dans ce secteur. L'ISM Service ressort à 52,8 quand le consensus attendait un indicateur stable autour de 54. Bon, le marché obligataire digère ces chiffres et retient justement ce petit affaiblissement dans l'activité de service aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, le rendement à 10 ans se détend d'une dizaine de points de base à environ 4,40%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans s'établit autour de 2,35%. Le rendement français de même échéance autour de 3,05%. Le spread franco-allemand tourne autour des 70 points de base. Enfin, sur le marché des changes, le dollar continue à se détendre avec un euro-dollar se traitant autour de
1,0420. Venons-en aux gros morceaux des résultats d'entreprise, à commencer par ceux d'Alphabet. La maison mère de Google fait état de résultats décevants avec un chiffre d'affaires de 96,5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 12% sur un an. Plus précisément, c'est la branche cloud qui déçoit les investisseurs avec des revenus inférieurs aux attentes. Alphabet a annoncé investir 75 milliards de dollars dans l'IA en 2025. Le titre ouvre en repli de 8% à Wall Street. Bon, et puis gros plongeon également pour le titre AMD qui chute de 10% à l'ouverture du marché américain tout à l'heure. Oui, le problème vient des revenus des puces d'IA qui ne sont pas à la hauteur des espérances. AMD fait pourtant état d'un chiffre d'affaires record au quatrième trimestre à 7,7 milliards de dollars, plus 24% sur un an. Pour l'ensemble de l'année 2024, le chiffre d'affaires ressort à 26 milliards de dollars. Son concurrent Nvidia en profite et ouvre en hausse de plus de 3%. À l'opposé, parmi les publications qui sont saluées par les investisseurs, celle de Walt Disney. L'entreprise annonce des revenus du quatrième trimestre qui progressent de 5% à 25 milliards de dollars. C'est légèrement supérieur aux attentes. Le bénéfice ajusté par action bondit par ailleurs de 45% et le bénéfice d'exploitation progresse de 30%. Le titre grimpe de 4%. Et puis un titre qui repart en Europe aujourd'hui en tout cas, c'est Novo Nordisk, cours de bourse qui a dévissé quand même de 40% par rapport au sommet historique qui avait été atteint l'été dernier. Oui, c'est la valeur du jour en Europe. Novo Nordisk fait état de résultats supérieurs aux attentes et anticipe que ses ventes vont continuer à croître cette année. Son bénéfice d'exploitation progresse de 25% en 2024 à 17 milliards d'euros. Le titre progresse de 4% à Copenhague. Dans son sillage, Eli Lilly est en hausse de 1% à l'ouverture de Wall Street. Bon, et puis dans le secteur bancaire, en France notamment, les publications se poursuivent avec celle de Crédit Agricole aujourd'hui. Oui, c'est une très bonne copie rendue par Crédit Agricole qui dépasse les attentes et annonce avoir atteint en 2024 tous ses objectifs prévus pour 2025. Comme pour BNP hier, Crédit Agricole est porté par la banque de financement et d'investissement. Le titre est en légère hausse. Et puis le titre Total Energy profite également de la publication du groupe. Oui, le groupe fait état d'un repli de plus de 25% de son bénéfice sur l'année 2024 à cause de prix de l'énergie moins favorables et de marge de raffinage en repli. Mais Total Energy augmente son dividende de 7% au titre de 2024. Le titre est en hausse de plus de 1%. La micro qui restera un marqueur de la séance de demain également, Paulina. Oui, la journée sera très chargée. On attend Amazon, L'Oréal, Vinci, Société Générale, Unibail et ArcelorMittal. Et puis on attend aussi la décision monétaire de la Banque d'Angleterre demain. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Chollet est avec nous, le président de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir. Samy Char nous accompagne également, chef économiste de Lombardier. Bonsoir Samy. Bonsoir. Et Jean-Jacques Friedman, que nous retrouvons également, directeur de gestion délégué de Vega IS. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver messieurs. Merci beaucoup d'être là. Parlons de Trump. Évidemment, on est dans la troisième semaine d'exercice du pouvoir de Donald Trump. Et je partage un commentaire avec vous, Jean-Jacques, puisqu'on en discutait avant de prendre l'antenne. C'est vrai qu'on a tous en tête, en tout cas beaucoup de commentateurs, louent d'ailleurs la capacité transactionnelle d'un Donald Trump, le deal maker, le roi du deal. Quand je regarde le bilan des 2 premières semaines ou de mandat de Trump, je vois quand même qu'il a cédé très très vite dans la négociation avec le Mexique, avec le Canada, après avoir utilisé la menace de 25% de tarifs, c'est-à-dire une masse pour écraser une noisette, et que face à ça, j'ai pas l'impression que le Canada et le Mexique aient cédé quoi que ce soit par rapport à l'existant. Moi, le partager, je suis tout à fait d'accord. Un vrai négociateur, ça prend du temps. Quand on est dans une telle position de force et de dealer au bout de 24 heures, je trouve pas que c'est un exploit. Donc sans rien obtenir. Les commentaires sont très laudatifs, comme si on était absolument impressionné que sa parole allait être performative et que ça allait fonctionner sur tout, alors que c'est assez dangereux. Alors je pense que ça sera quand même plus compliqué sur la Chine et sur l'Europe. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'une partie des économistes aussi qui entourent Trump ou des économistes avec lesquels on peut discuter aux États-Unis ont un peu la même foi aveugle que nous, on ne ressent pas, parce qu'on sait mécaniquement que si il y a moins... il y a qu'à voir les gens qui bossent et qui concourent en fait à la croissance, au financement des États-Unis, on ne peut pas les enlever, les déporter, etc. Donc on pouvait se dire, tiens, il peut y avoir une mesure un peu symbolique, mais les gens croient à des choses qui économiquement ne marchent pas.
Donc c'est ça qui peut être un peu dangereux et qui peut faire que dans une situation consensuelle où plus personne ne croit à une possible récession, tout le monde voit une croissance entre 2 ou 3 des États-Unis, si on fait de grosses bêtises économiques, avec des barrières tarifaires, avec du doute, ça peut coincer à un moment donné. Donc, c'est le biais de surconfiance qui mène à la faute de quart, quoi. Oui, et surtout dans un environnement, absolument, qui va absolument dans son sens. Donc c'est ça un peu le danger possible qu'on voit. Oui, tout à fait. Bon, vous l'avez dit, peut-être que Mexique et Canada, c'était la partie facile quand même de l'histoire commerciale. Trump n'avait pas beaucoup d'intérêt à appliquer ces tarifs de 25% pour des économies qui sont aussi imbriquées Bien avec sûr. la sienne. Sans doute qu'il y aurait eu un effet inflationniste, au moins en première vague, assez rapide. Comment vous voyez le sujet de l'affrontement ou de la conflictualité, alors avec la Chine, l'ennemi historique traditionnel, mais aussi avec l'Europe? Alors sur la Chine, les mesures de rétorsion ont été quand même assez douces pour l'instant. Sur l'Europe, on se demande ce sur quoi ça peut porter. Ça peut porter sur la technologie, ça peut porter sans doute sur les exportations de pétrole de schiste des États-Unis, avec une réduction quand même du lien avec la Russie pour l'Europe. Mais on voit par exemple que sa position est également tournée par rapport à l'Ukraine, avec l'histoire des terres rares, qui est quand même assez surprenante aussi. Donc j'ai l'impression qu'on a toujours un temps de retard pour essayer de comprendre Trump. Alors il n'y a peut-être pas grand-chose à comprendre ni filer, et qu'on réinterprète tout à l'aune de ce qu'on vient de voir, en disant mais si, il va dealer, etc. C'est pas parce qu'il a dealé là qu'il ne peut pas y avoir des bêtises qui soient faites d'ici quelques semaines. Donc oui, je crois que ça va être plus compliqué. Parfois, historiquement, vous parliez tout à l'heure du comparatif que vous alliez faire entre Trump 1 et Trump 2. Parfois, il est plus dur avec ses amis qu'il ne l'a été avec ses ennemis. On a vu des ennemis structurels. On a vu des grosses bêtises, par exemple, faites Trump sur l'Asie, sur la politique qui entourait finalement la Chine. Donc, d'autres bêtises sont possibles par la suite. Et donc, je suis un peu étonné aussi du fait qu'on lui porte non pas une telle intention, mais un sentiment comme quoi, quand on exerce le pouvoir, on attache quelque chose, comme presque le roi qui guérissait des écrouelles auparavant. C'est un peu la même chose. Là. C'est la hype de Trump, quoi. La hype Trump, voilà. Donc, Et prudence sur la hype Trump. Prudence sur la hype Trump. Et puis il est entouré aussi, on ne ressent pas ça en Europe, mais il est entouré de personnes qui ont une foi aveugle et même d'économistes. Et c'est ça qui, moi, me surprend un peu aux États-Unis. Bon, sur les terres rares, intéressant, parce que dans l'arsenal de rétorsion de Pékin, alors il y a les tarifs, mais il y a aussi des facteurs non tarifaires. La capacité à limiter l'exportation des terres rares, c'est quelque chose que Pékin a tout de suite remis en avant. Et dans le même temps, effectivement, on voit la négociation sur le front russo-ukrainien qui intègre la dimension terres rares ou sécurisation potentielle des terres rares ukrainiennes. Ça, au moins, par rapport à tout ce qu'on vit à l'heure actuelle, ça aurait quand même du sens économique. Oui. Tout n'est peut-être pas qu'improvisation non plus. Ne nous méprenons pas là-dessus. Bon, ça mise sur l'entrée en matière de Donald Trump, sur les aspects économiques. Est-ce que ça éclaire la compréhension du personnage, de la stratégie de Trump et de son administration? Est-ce que ça jette plus de troubles qu'autre chose? Je crois que ça illustre déjà énormément ce que vont être nos 4 prochaines années. Donc je pense que sur cette table, on se réjouit énormément. C'est un vrai plaisir au quotidien. La discipline qu'on va avoir, c'est de pas trop écouter les paroles et vraiment d'essayer de se cantonner aux actes qu'on peut mesurer et, comme on est un peu des geeks quand même, de modéliser autant que possible. Et je comprends très bien ce que dit Jean-Jacques. Il a raison par beaucoup d'aspects. Mais enfin, la réalité, c'est que les tarifs vont augmenter. Et donc, quand on doit modéliser l'impact des tarifs sur la croissance, sur les bénéfices, sur l'inflation, la réalité, c'est qu'on se retrouve quand même avec un niveau de tarif qui est plus élevé. Et franchement, si on regarde par rapport aux 60 dernières années, on va être pas très loin du plus haut de ce qu'on ait pu connaître. Et c'est que le début, effectivement, parce que vous savez qu'ils sont en train de faire une révision des plans qui devra un rapport qui sera soumis à Trump le 1er avril. C'est peut-être là aussi que les choses sérieuses vont commencer. Encore une fois, les déclarations, le bruit, je pense qu'il faut être capable de le mettre de côté. Mais encore une fois, quand on regarde les faits, il y a 10% de tarifs sur la Chine, ça a des effets sur les devises, et évidemment, ça va quand même avoir un impact économique. Et je crois qu'il faut se concentrer là-dessus, et finalement, la situation me semble être un peu l'exacerbation de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire quand même des conditions pour le reste du monde qui ne sont pas très favorables.
et qui font que quand même la surperformance économique, financière et bénéficiaire américaine semble être amenée à se prolonger. Ça reste pour vous le scénario central aujourd'hui. Absolument. Ouais, j'entends. Absolument. C'est intéressant de remettre les... C'est vrai que l'économie américaine est, quoi qu'on en dise, une économie quand même très très ouverte. Enfin, le marché de la consommation est quand même très ouvert. La barrière tarifaire moyenne est de 3%, c'est ça aux États-Unis, Samy, aujourd'hui. Alors évidemment, quand on a fait le calcul en ajoutant les 25% potentiels sur le Mexique, sur le Canada, 10% sur la Chine, 10% sur l'Europe, on multiplie par 3 quasiment ce chiffre. C'est ça, Samy? Oui, exactement. Et on n'aura peut-être pas 25 sur les Mexicains et les Canadiens, mais enfin, on va quand même avoir un niveau global de tarifs qui va être entre 5 et 10%. Le pire des scénarios, c'est qu'ils soient entre 10 et 15%, évidemment, mais enfin, entre 5 et 10%, c'est quand même hyper considérable, hein. Ouais. Il faut se rendre compte. Et bien sûr que ça a un impact qui n'est pas génial sur l'économie américaine, et peut-être que les économistes qui sont près de Trump ne lui mentionnent pas assez. Par contre, les économistes qui ne sont pas proches de Trump, eux sont très vocaux, hein. Évidemment, on suit tous le Peterson Institute, on voit que quand même, ils mettent en garde en quelque sorte. Mais la réalité, c'est qu'on a un cycle de la consommation qui est tiré, un cycle économique qui est tiré par la consommation. On a des cycles du commerce mondial et de production qui sont un peu en dedans. Donc pour la Chine et l'Europe, c'est pas terrible. Et les États-Unis, ils ont toujours cette carte-là et continuent d'aller un petit peu plus vite sur l'autoroute économique que les Européens et les Chinois. Comment les marchés, enfin, comment on absorbe les tarifs dans le contexte actuel? Est-ce que le consommateur américain a des marges pour encaisser d'éventuelles hausses de prix nouvelles demain? Est-ce que le bilan du consommateur le permet? Est-ce que les bilans des entreprises, notamment des marges, permettent d'envisager aussi une partie de l'absorption par les marges des entreprises? Alors, soit celles qui importent, soit celles qui exportent aussi, d'ailleurs, qui peuvent avoir un intérêt à prendre aussi un peu sur leur marge pour rester compétitives. Comment tout ça peut se distribuer, Samy? C'est toujours un grand jeu de poker menteur, les tarifs et le commerce mondial, parce qu'on redistribue beaucoup de choses. Il va se passer beaucoup de choses. Le premier facteur d'absorption de ces tarifs, ça va être les taux de change. Et on voit qu'évidemment, le yuan chinois, le dollar canadien, mexicain, l'euro, évidemment. Une partie a été faite déjà. Une partie a été faite. Hein. Donc ça va quand même absorber une partie. Et c'est peut-être la partie la plus maligne quelque part. Hein. On ne réagit pas trop à ce qui peut sortir des États-Unis, mais on laisse finalement le taux de change faire une partie du travail. Et puis, il va y avoir des bifurcations au niveau commercial. On va chercher à contourner ces tarifs. Les marges vont absorber une partie et au final, pour le consommateur américain, il me semble qu'il va rester quand même en bonne posture. D'autant que, encore une fois, ce n'est pas tellement la consommation des biens qui fait aujourd'hui ce cycle, mais plutôt la consommation des services qui sont peut-être un peu moins impactés. Donc on sent quand même que la dynamique économique américaine devrait se poursuivre. On n'a pas de très très grande crainte d'avoir un accident au coin de la rue. Bon, François Chollet, vos commentaires sur la hype Trump qui marque ce mois de janvier. On avait eu une première version de Trump qui nous avait animé Twitter pendant quelques années. On a une deuxième version qui est en place depuis... la V2 est en place depuis une vingtaine de jours. Et je partage l'avis général, on n'est pas prêt de s'ennuyer. Je crois qu'on va avoir tous les jours des idées à commenter plus ou moins saugrenues. La vraie question, c'est est-ce qu'on a un hard Trump, c'est-à-dire celui qui a été dans les campagnes électorales extrêmement fort, puissant, caricatural, ou est-ce qu'on va avoir un Trump un peu édulcoré, c'est-à-dire un peu matiné quand même d'un parti républicain qui n'est pas totalement derrière lui aligné sur tout ce qu'on vient de dire. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'il y a des contre-pouvoirs en place pour lui, y compris, malgré le bruit actuel, et que ce n'est pas innocemment que la bataille qui se joue sur les tarifs est en train de déborder sur les grands intérêts généraux des États-Unis et pas forcément uniquement sur les aspects économiques. Donc je ne suis pas aussi pessimiste que ce qui pourrait être, en tout cas ce qui aurait pu être le cas si on avait pris au pied de la lettre tout ce qu'il avait dit pendant la campagne électorale qui a été quand même assez musclée et véhémente. Ensuite, si on regarde la situation telle qu'elle se présente pour nous, et le signal des marchés, je partage l'avis sur les parités de change. On a déjà fait des mouvements assez marqués. On était à 1,12 en septembre, à partir du moment où le marché a commencé à anticiper sérieusement la victoire de Trump. Et on est descendu à 1,0. Voilà, c'est ça. Et on est descendu. Pour l'euro-dollar, c'était quand même un point à noter. Et vous avez, malgré tout, des marchés européens qui viennent de faire en janvier la performance de 2024. Alors. Et donc, on a des clients très heureux, évidemment. Mais donc, ça veut dire que la lecture qu'en ont les investisseurs aujourd'hui
elle n'est pas aussi négative que ça, alors que les chiffres de croissance économique au dernier trimestre, que ce soit pour la France et l'Allemagne, et donc l'embarqué de croissance que nous avons pour le premier trimestre 2025, il n'est absolument pas de nature à nous réjouir plus que cela. Même l'auto a rebondi un peu. Oui, je ne vais pas raconter l'histoire du chat mort, vous la connaissez. Je ne suis pas certain que ce soit la fin. Non, mais peut-être qu'on a effectivement poussé le raisonnement des tarifs un peu trop loin sur ce secteur-là et que l'Europe va être, pourquoi pas, capable de se défendre. N'oublions pas quand même que... la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous été prévenus, préparés, et que donc, a priori, on a vu la vitesse de réaction des différents pays attaqués, que ce soit le Mexique, que ce soit le Canada, que ce soit la Chine. On peut espérer que l'Europe s'est également préparée avec quelques mesures. Voilà, je pense même qu'il y a eu quelques piqûres de rappel. On a pu le voir sur les aspects logiciels, par exemple, où la réglementation européenne a déjà commencé à marquer quelques banderilles pour montrer qu'il y avait une présence, malgré tout, du juridique et de la capacité à mettre quelques grains de sable dans les rouages trop bien huilés. Mais donc ça veut dire que le signal des marchés, et c'est là où je voulais terminer, c'est un signal quand même de confiance. Il n'est pas perturbé à ce stade, en tout cas, par tous ces errements et toutes ces vocalises. Et je crois que pour l'instant, en tout cas, c'est de nature plutôt à me rassurer sur la façon dont les investisseurs regardent cette arrivée de Trump au pouvoir. Le pire de Trump n'est peut-être pas certain, le meilleur non plus, hein, mais le pire n'est pas de Trump n'est peut-être pas certain. Il est traduit par les marchés aujourd'hui. Et François, bien sûr, je suis navré. François a dit quelque chose d'intéressant. Et oui, c'est vrai qu'il va avoir des baisses d'impôts à négocier et il n'a pas la majorité qui lui permet non plus de très fine à la Chambre, hein, Chambre des représentants, très fine, peut-être plus fine d'ailleurs que lors de son premier mandat, si je dis pas de bêtises. Absolument, c'est 220, 221 sièges. Il a une majorité à 218, donc il ne peut pas faire ça tout seul. Non. Et une partie du mouvement républicain n'est pas que MAGA au carré. Il y a aussi des gens qui restent des républicains traditionnels, attentifs à la question des trajectoires de finances publiques, par exemple. Je reviens sur votre point sur la tech en Europe. C'est ce qu'on disait déjà hier dans l'émission, qui s'annonce comme étant peut-être la vraie ligne de front entre Donald Trump et l'Europe. L'automobile, les spiritueux, c'est les classiques de la littérature trumpienne, mais c'est un peu 2018-2019, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent quand même que la réglementation européenne, du point de vue américain, je le rappelle, les États-Unis sont exportateurs nets de services vers l'Europe, services tech et financiers, qui sont les deux gros poids. La réglementation européenne, visiblement, est vécue comme une entrave protectionniste du point de vue américain. Et donc, c'est sans doute là que la pression va se faire, avec déjà des dispositifs, un arsenal européen qui semble être prêt, réfléchi. Dans le FT, on nous explique qu'il y a une forme de bazooka sur la question des services, pour la tech, pour les services financiers. Donc c'est un instrument anti-coercition qui peut être activé par l'Europe, qui n'a jamais été activé, mais qui permet de mettre ici et là des réglementations, des barrières pour freiner éventuellement la percée des services américains sur notre territoire. C'est peut-être ce sur quoi les États-Unis vont négocier justement pour empêcher cela. Donc, une bonne manière d'aborder le sujet côté européen. Une bonne manière, on est spécialiste en la matière. Alors voilà. On est spécialiste en la matière. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on soit spécialiste aussi, un peu comme les Chinois ont pu le démontrer, avoir des solutions techniques aussi et technologiques qui puissent prendre le relais du côté européen. Parce que si on a que ça à opposer, les États-Unis ils vont vraiment rentrer frontalement là-dessus. Et je ne suis pas sûr que ça soit une barrière suffisante pour négocier de mon côté. Sur la tech, ce qui est intéressant, c'est peut-être que ce qui s'est passé avec une alternative, justement, je trouve que, justement, même dans les annonces tout à l'heure, il y avait presque des formes de contradiction. On voit qu'on s'interrogeait sur la tech pour se dire est-ce que des investissements très importants sont encore nécessaires ? Et là, on voit bien que Google le dit. Toujours cette nécessité, il faudra qu'on fasse plus que ce que vous imaginiez, messieurs les analystes. Le doute sur Nvidia, etc., il peut être partiellement levé. Il y a ça. Et de l'autre côté, on voit bien, mais alors ça ne se voyait pas justement dans le chiffre d'AMD, qu'il y a le fait d'avoir des solutions qui seront sans doute moins technologiques, mais là où il y aura des dizaines de milliers de boîtes qui vont s'engouffrer dans ces nouvelles technologies comme des sortes d'applicatifs concrets finalement par rapport à l'IA.
Et là, l'Europe comme la Chine a toute sa place derrière. Il y a encore des wagons qui arrivent, quoi. Ah oui. C'est pour ça que je pense que par rapport à Le patron de SAP, il était très content de l'arrivée de DeepSeek. Ah oui. Il y a vraiment les logiciels qui ont fonctionné. On voit bien qu'il y a toute une rotation de la tech. Alors, il y a eu des petits secteurs comme les ordinateurs quantiques ou l'énergie nucléaire. On voit bien que tout ça déclenche vraiment beaucoup de thématiques possibles et que la surperformance des 7 magnifiques, elle risque d'être vraiment contestée parce qu'elles doivent absolument avoir des capex extrêmement importants. Et donc, quand on a beaucoup d'argent, on fait parfois des bêtises. Alors qu'il y a plein d'autres entreprises qui vont profiter à plein de l'émergence de cette IA. Et donc, on le voit sur beaucoup de boîtes du Nasdaq qui se réveillent. Et je pense que c'est un point important. Et l'Europe aussi, plutôt que de parler que de juridique, c'est un des points aussi sur lequel elle pourrait se concentrer, se focaliser et proposer des alternatives à la toute-puissance américaine sur ces grandes diaphas, où là, le match est plié. Mais je dirais que sur le reste, c'est là où je trouverais plus d'intérêt que de se concentrer uniquement sur des questions tarifaires, douanières, juridiques, qui risquent d'être percutées par l'administration Trump. Et cette rotation au sein du Nasdaq, comme vous l'expliquez, Jean-Jacques, ça permet au Nasdaq de rester un indice solide, un indice fort, malgré le fait qu'une Nvidia fonctionne et fonctionnera peut-être un peu moins bien ou avec un peu moins d'éclat sur le plan boursier, j'entends. Nous, on l'interprète favorablement en disant que c'est une diffusion plus rapide encore qu'anticipée. De l'introduction de l'IA et de tous les modèles qu'il y aura autour de l'IA. François, force et faiblesse du Nasdaq à l'heure de DeepSeek. Alors c'est vraiment très intéressant parce qu'on a un monopole sur les batteries dans le segment automobile, par exemple, et on se disait qu'on allait avoir le même monopole sur l'intelligence artificielle et que donc une grande partie de la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle serait évidemment captée par les grands fournisseurs de cette IA. Et il s'avère que le signal de DeepSeek est un signal intéressant parce que c'est un signal qui vient dire à l'ensemble des fabricants de logiciels, vous allez pouvoir trouver des alternatives pour pouvoir garder une facturation qui vous soit favorable et vous fournir à des IA compétitives, pas forcément fermées, pas forcément américaines, pas forcément propriétaires, et peut-être même avec des codes transparents et qui ne passeront pas par les 3 grands fournisseurs que l'on pouvait imaginer. Parce que quand vous êtes client de Microsoft, l'IA, ça vous coûte cher. C'est une certitude. Le prix par utilisateur ou le prix à la location des instances, c'est très élevé. Copilot, on y va doucement dans les entreprises. On met du Copilot sur quelques postes, pour quelques personnes, etc. Mais on n'est pas encore dans l'idée qu'on va équiper toute l'entreprise avec Copilot. Et dans le même temps, ça va bientôt être nécessaire, puisque, si je caricature, on va faire écrire des mails par Copilot, qui seront résumés par Copilot par la personne qui les reçoit. Donc, on va arriver à être obligé, pour surnager dans la masse d'informations qui va nous arriver, d'utiliser ces outils de manière systématique. Mais le point, c'est que on a parlé d'SAP, par exemple, en Europe, on a parlé de Dassault Systèmes, qui vient de publier de très belles publications d'ailleurs. C'est très rassurant pour ces acteurs-là, qui ne sont pas effectivement dans la course première à l'intelligence artificielle, de se dire que stratégiquement, ils ont un avenir qui pourra intégrer ces technologies sans perdre leur marge, sans perdre leur capacité à trouver de la valeur auprès de leurs clients. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de positif. Ensuite, si on regarde la partie tech, le Nasdaq, alors c'est vrai que j'ai un parti pris un peu particulier, j'ai un fonds américain qui n'a pas d'NVIDIA, donc c'est un choix un peu volontaire. Oui. Ça coûte un peu, ça n'a pas beaucoup coûté. Vu le poids de NVIDIA, ne pas en avoir, c'est un choix forcément volontaire. Voilà. Oui. Donc mais bon, on a quand même obtenu de très belles performances, mais il faut se bagarrer un peu plus, évidemment. Mais c'est juste de dire que vous avez une co-distribution de valorisation que j'ai du mal à saisir, et donc j'essaie de l'éviter. À partir de là, ça remet gestion pas en du cause, risque. C'est une gestion du risque. Question les 80% de croissance et les 70% de marge. C'est simplement que je considère que quand vous avez des clients qui dépensent 80 milliards pour Microsoft, 75 pour Alphabet, etc., évidemment qu'ils vont éviter de laisser 70% de marge nette à Nvidia et qu'ils vont chercher des alternatives. Vous citiez d'autres fabricants de processeurs, mais évidemment qu'ils sont en train de développer toutes les sources possibles d'approvisionnement en plus pour essayer de contourner ces marges qui sont un peu prohibitives pour ce secteur. Et je ne suis pas donc certain qu'on ait le temps sur Nvidia de se rembourser les multiples actuels de valorisation. Mais ça, c'est parce que j'ai vécu Cisco dans les années 2000 et que je commence à avoir moins de cheveux. C'est tout.
Trêve de plaisanterie, ce qui est intéressant, c'est que cette concentration à l'investissement, elle est incroyable. Faut remettre les ordres de grandeur. On parle d'investissement en capex de 80 milliards pour Microsoft, de 75 milliards. Ça va être quasi 300 milliards pour les 3-4 gros hyperscalers cette année. Et peut-être qu'avec le chiffre d'Alphabet Google, ce sera peut-être un peu plus maintenant. Et la vieille théorie économique montre que les investissements sont décroissants en termes de rentabilité. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'on obtienne la même rentabilité sur les années qui viennent par rapport à ce qu'on a pu connaître ou ce qu'on pourrait connaître pour 2025-26. Samy, il y a un sujet macro derrière DeepSeek. Qu'est-ce que représente DeepSeek, c'est-à-dire l'accélération de la commoditisation de l'IA. Ça peut remettre en cause... Alors, Alphabet Google nous démontre l'inverse. Est-ce que ça peut remettre en cause quand même une partie du cycle de CAPEX américain très tiré par ces infrastructures IA? Est-ce que ça peut être Est-ce qu'il y a toujours derrière une valeur aussi importante qu'NVIDIA dans le portefeuille des ménages américains? Il y a aussi la question à un moment de l'effet richesse qui peut se poser si jamais vraiment il y a un décrochage marqué. Quoi un peu les réflexions macro derrière L'adoption plus massive, c'est vraiment un facteur positif, je pense, en termes de productivité, sans faire trop mal aux marges. Et mieux réparti sur la planète, ça peut... Probablement, en tout cas, plus généralisé. Et ça, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que le grand débat, au fond, c'est est-ce qu'on arrive à faire bouger la barrière d'innovation? Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'en gros, si on veut aller à la barrière d'innovation, finalement, on peut y aller assez facilement et assez rapidement et avec moins de moyens, c'est super. Et il y aura une adoption plus large et franchement, c'est très bien pour la productivité. Mais par contre, si on veut être capable et être en mesure de bouger et de faire avancer cette barrière d'innovation, il faut les mettre, ces milliards. Et qui a les moyens de les mettre? Toujours les mêmes, finalement. Alors peut-être que les Chinois ont raison et il faut se contenter d'être toujours la première frontière. Mais il y a la frontière d'après. Mais voilà, le sentiment, c'est que quand même, si les Américains veulent, et qu'on est vraiment dans une compétition au niveau de la technologie, si vous voulez rester premier, à mon avis, il faut les faire, ces investissements. On ne peut pas constamment être deuxième. Et c'est vrai qu'on comprend qu'elle est quand même difficile à bouger, cette barrière d'innovation. Pour ça, les Américains sont importants. C'est pour ça que la consommation des Européens en tant que service technologique, il faut la maintenir. Moi, je serais plus dans le camp d'une Christine Lagarde qui disait, écoutez, de toute façon, il faudra plus acheter américain, il faut s'y faire. Vous savez quoi? On a besoin des biens et des services américains. Achetons-les. Faisons croire à Trump que c'est grâce à sa négociation. Faisons-lui ce cadeau. Quelque part, Zelensky est très malin en disant... C'est ce qu'a fait Claudia Sheinbaum au Mexique et Justin Trudeau au Canada. Exactement. Donc il faut pas aller contre. On va lui faire croire que c'est lui qui les a gagnés. Mais d'un autre côté, le LNG américain, on en a besoin. La technologie américaine, on en a besoin. Et très certainement qu'une partie de la défense américaine en a besoin aussi. Quitte à en avoir besoin, autant faire croire que ce sont des victoires. Et c'est pas contradictoire avec l'idée de développer une souveraineté européenne un peu plus tough? Ça, on l'espère tous. Et on aimerait voir les Européens mettre des moyens. Vous savez quoi? En attendant, on n'a qu'à acheter américain. Puis le jour où nous, on se réveille et on décide de vraiment développer une forme d'autonomie... En attendant la volonté politique. Exactement. En attendant le consensus politique qui permettra... Mais si on fait aucun des deux, c'est-à-dire on n'avance sur aucun front... on va quand même commencer à prendre beaucoup de retard. Et ce retard, sincèrement, je pense qu'on le sent tous. Ça commence à frustrer énormément les acteurs économiques européens. On a eu beaucoup de sorties de grands patrons. On a une population aussi qui est un peu frustrée. Et donc, à un moment, il faut que les autorités européennes, qu'elles soient fiscales ou monétaires, soient un peu plus focalisées sur la dynamique, et pas uniquement sur l'inflation et sur les risques. On va y venir à un monétaire, c'est la BCE, bien sûr. François, pardon. Juste pour ajouter un élément, les investissements dont on parle sont très matériels. C'est-à-dire qu'on est dans l'usine, là. C'est de l'infrastructure. Ah oui, bien sûr. Et donc, c'est puces, énergie, c'est ça l'infrastructure IA. Effectivement. Les serveurs. Si on rate cette génération de serveurs, la seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'on aura peut-être possibilité, dans 2-3 ans avec la loi de Moore, de gagner un cran. Mais objectivement, ils prennent une avance absolument considérable. Et c'est un train qui est impossible à suivre à l'échelle des pouvoirs publics, qui soient même européens. C'est-à-dire que les montants en question est déjà investi. On parle de ce qui est annoncé là, mais on oublie les 5 dernières années. Si on fait le cumul, on n'est pas du tout au niveau. Mais le fait que ce soit extrêmement matériel, peut-être que c'est pour nous
aussi une opportunité de pouvoir d'abord utiliser ce matériel à des coûts raisonnables, et puis peut-être demain envisager une nouvelle génération qui serait encore plus performante. Et on a des boîtes qui, sur la dimension énergétique, efficacité énergétique, sont des contributeurs très positifs à la création de valeur dans ce thème de l'IA. Une Schneider est directement corrélée aujourd'hui à cette idée-là de l'efficience énergétique nécessaire pour la puissance de calcul qui nous tombe dessus, quoi. Oui, puis même en amont, vous avez ASML qui restera l'acteur clé européen de ce métier. Bon, comment on fait de la politique monétaire dans le monde de Trump, Jean-Jacques? Sur la BCE, ça a l'air relatif. Alors bon, c'est consensuel, alors c'est difficile, mais c'est vrai que on a l'impression qu'elle est beyond the curve et que rien n'empêche à ce que les taux aillent vers 2, qu'elle annonce d'ailleurs que ce soit les taux neutres. La question, c'est est-ce que les États-Unis, il n'y a pas aussi peut-être un peu plus de baisse des taux que ce que le marché anticipe, au moins 2. Et après, on anticipe quoi, 1,5? On anticipe une 1,5, voilà, ça peut être 2 voire 3. Pour vous, le risque, c'est plutôt par rapport au pricing de marché, c'est plutôt qu'il y en a un peu plus. Voilà, qu'il y en a peut-être un peu plus. Ouais. Et donc sur l'eurodoll, on a peut-être touché les bas. Ouais. Voilà. L'idée que Trump fera pas tout bien, quoi. Voilà, pas tout bien. Ouais. Et sur la BCE, 2, c'est peut-être consensuel, mais une fois qu'on est à 2, peut-être que le débat se poursuivra et que ça peut aller un peu plus loin. C'est pour ça que même s'il y a un parcours qui a été fait sur les taux, on s'interroge, on a été surpondéré sur les taux longs. Est-ce qu'on revient à la neutralité ou pas? C'est les débats qu'on a à l'heure actuelle, en se disant peut-être que si on va juste à 2, à 2,30, 2,40 sur le 10 ans allemand, c'est le prix. Peut-être qu'on peut gratter un peu plus, quoi. Progressivement, on revient quand même à la neutralité sur le long, quoi. Ouais. C'est un peu les débats qu'on a à l'heure actuelle. Voilà, l'idée qu'on va vers 2, qu'elle est en retard et qu'elle poussera peut-être un peu. Je trouve que la porte n'est pas... Ça serait curieux, mais la porte n'est même pas totalement fermée pour un 50 centimes en mars, par exemple. Enfin, dans les surprises possibles. Enfin, elle ne fait jamais de surprise, mais bon... Donc on passerait d'un meeting en janvier où le mot 50 n'a même pas été prononcé, évoqué, selon Christine Lagarde, ni 5 ni 0... à un meeting où le marché imagine que... D'accord. Voilà. Bon. Dans les anticipations, peut-être, voilà. Enfin, ça peut faire source de débat. Voilà, dans les ça montre bien le sens, quand même. Voilà, le sens. L'idée. Bon, pour la Fed, qu'est-ce que ça peut impliquer, effectivement, Samy, et puis pour la Banque Centrale Européenne, 2 étant un taux neutre consensuel, mais la question étant de savoir... à partir de quand la BCE aura les arguments suffisants de son point de vue pour aller peut-être en dessous de 2? Alors je suis un peu simpliste dans mes perspectives, mais je vois l'économie américaine en sur-régime. Je suis plutôt à l'aise avec le pricing de marché pour la Fed. Du coup, pas besoin d'en faire plus, quoi. 4, voilà, ça me paraît assez légitime. Mais on n'est pas non plus à un point de surchauffe où il faudrait se poser la question de remonter les taux. On est à 150 sur l'autoroute, on n'est pas à 210. Donc effectivement, mon sentiment, c'est qu'il reste un peu au-dessus du taux neutre. 4 sera au-dessus du taux neutre. Mais je n'ai pas le sentiment que dans un environnement où on est quand même un petit peu au-dessus de la vitesse de croisière, qu'il faille baisser les taux bien en dessous. C'est un peu la vie inverse pour l'Europe. Je trouve qu'on est dramatiquement sous régime. François le mentionnait, le 4e trimestre pour une partie de l'Europe était quand même très fragile. Et je trouve qu'il y a une inconsistance ici. Christine Lagarde reconnaît qu'elle est restrictive, que la politique monétaire de la BCE est restrictive. Elle reconnaît en même temps que le niveau de croissance est sous le potentiel. Bon, si on a un niveau de croissance sous le potentiel, il ne faut pas être restrictif, mais enfin, il ne faut même pas être neutre. Allons-y. Et c'est bizarre de parler de neutralité. On est complètement sous régime. Il faut évidemment être en dessous du taux neutre. Nous, on voit la BCE à 1,25 cette année. Donc c'est vrai que par rapport à ce que je crois que vous battez tout ce que j'ai entendu. Ouais, j'entendais 1,50, mais 1,25, oui. Ouais, on voit du coup l'euro-dollar quand même à la parité. Comment? Alors, ça m'intéresse beaucoup la séquence. Parce que 2%, je crois que le consensus est formé autour de l'idée d'aller à 2%. Mais dès la réunion du 6 mars prochain, on va avoir des faucons qui vont demander à Christine Lagarde, justement, de ne plus qualifier la politique monétaire comme étant restrictive, parce qu'on sera à quoi 2,75, 2,50 de taux de dépôt avec la baisse de 25% de 6 mars. Donc ça veut dire qu'à 2,50 de taux de dépôt, on va déjà, pour certains, se demander si on n'est pas déjà dans le neutre et si chaque mouvement en dessous de 2,50 nous amènerait pas vers quelque chose de stimulatoire. Je comprends, Grégoire, mais il y a quand même un consensus.
le consensus et la manière de penser de la BCE, c'est la trajectoire d'inflation est donnée par la trajectoire des salaires. Oui. Vous savez quoi, ça tombe bien. S'effondre. Vous avez eu un nouveau data point, un nouveau point sur cet indicateur avancé des salaires en Europe qui est complètement effondré. Donc, il nous dit que l'inflation et l'inflation des services va être quand même assez basse en Europe. On va tomber à 3 sur l'inflation des services. C'est au moins ce qu'il faudrait, j'imagine, pour que la BCE soit vraiment confortable. Exact. Et je pense qu'on verra des niveaux d'inflation plus bas que les deux à un moment en Europe aussi cette année. À côté de ça, je vous rappelle qu'il y a le prix de l'énergie aussi qui rentre en ligne de compte. À côté de ça, on est tous d'accord pour dire qu'on est en croissance en sous-régime. Je ne sais pas ce qu'il faut, mais il y a une inflation des services tirée par les salaires qui monte quand même une direction vers le bas. Il y a une croissance en sous-régime. On peut parler longtemps du taux neutre, mais c'est typique européen, quoi. On est beaucoup plus concentré sur les risques. On n'est absolument pas concentré sur la croissance. Et je trouve que c'est un peu dommage. On s'inflige nous-mêmes nos propres barrières, quoi. On se met nos propres boulets. Revenons quand même au cas de l'investissement en Europe, François, avec potentiellement des surprises sur les taux qui pourraient peut-être amener de la nourriture supplémentaire au marché boursier. Grégoire, vous me voyez sur un mea culpa, j'étais sur le plateau en novembre pour dire que j'étais plutôt optimiste sur la fin d'année. Le décalage a été d'un mois. Voilà. Vous êtes pardonné, François. On était plutôt constructif et c'est vrai que c'est plutôt rassurant ce qu'on vit aujourd'hui. Et d'ailleurs, les baisses de taux 10 ans, que ce soit en Europe et aux États-Unis, c'est plutôt rassurant aussi sur les niveaux de valorisation des marchés. On a une période de publication qui nous empêche peut-être de retrouver les records absolus. Pourquoi ? C'est pas si bon ? On a des arbitrages, on a des volatilités. Pour l'instant, elles sont plutôt bonnes, les publications. Il n'y a pas en tout cas côté européen, il n'y a pas de grandes surprises négatives. Les banques n'étaient pas, en tout cas pour les banques françaises, un sujet de stress particulier au vu des guidances qui avaient été données. Et force est de constater que le coût du risque ou la croissance des marges ont été plutôt au rendez-vous. Donc franchement, il n'y a pas de stress là-dessus. On a effectivement des secteurs qui sont restés collés en bas. On parlait de l'automobile tout à l'heure. Si on prend la consommation, enfin les Pernod Ricard par exemple, subissent évidemment des prises énormes de profit. C'est assez intéressant. On a un marché qui est assez sain. On parlait d'NVIDIA parce que mais on a des corrections au sein de ce marché qui sont assez fortes. C'est valable en Europe et aux États-Unis, qui ne remettent pas en cause la tendance de fond du marché. Vous pouvez avoir des consolidations d'Apple de 20%. De Microsoft de 10% et quasiment de Tesla de 15 ou 20, sans que pour autant vous ayez des à-coups particuliers sur les grands indices américains. Si vous prenez la même chose côté européen, on a vu des consolidations terribles. En France, c'était le luxe, mais on a vu des consolidations, on parlait des ASML ou de Novo, par exemple, dans les gros poids indiciels européens. Des baisses de 30-40% l'an dernier. Très grosse baisse de gros poids d'indices. Et pourtant, on a malgré tout des indices qui se sont bien comportés et qui ne sont pas rentrés dans les territoires de correction. Donc ça veut dire quand même qu'on a un marché qui a encore cette sérénité-là. Force est de constater aussi, on parlait des taux, mais on a des montagnes de liquidités dans des dépôts à terme, dans des monétaires, dans des livrets plus ou moins A. Mais globalement, cet argent-là, au fur et à mesure des baisses de taux, on voit bien, nous, les appels des clients qui nous appellent, qu'est-ce qu'on peut faire, que proposez-vous comme alternative ? Jusqu'à présent, le livret d'épargne ou le compte à terme faisait le job à 4,5 l'année dernière. Donc, on ne se posait pas la question. Ça veut dire quand même qu'on va avoir un décalage significatif de montagne d'épargne vers des actifs, pas forcément risqués, mais petit à petit. Oui, on ne passe pas du livret A au Bitcoin, normalement, mais on peut faire les deux. Vous avez une échelle qui va se redécaler, comme on a pu connaître à l'époque où les taux étaient proches de zéro, pour aller chercher un peu de rendement supplémentaire, quitte à prendre un peu de durée, quitte à prendre un peu de risque de signature en allant peut-être sur de l'investissement. Et ça peut aller, mais cet argent, il peut aller sur des fonds d'action européenne, parce que pour l'instant les flux, que les gens mettent de l'argent dans les actions, oui, mais ils en mettent dans les actions américaines. La vague, ce sera sur la partie obligataire. En janvier, ça a changé un peu. Voilà. On a assisté à des mouvements colossaux sur les flux. Que ce soit, on peut parler des ETF ou de la gestion active, mais gestion active, c'est de la décollecte qui aura été tout au long de l'exercice 2024 sur les actions. Il n'y a que la partie obligataire qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Et force est de constater que ce sont les grands vendeurs d'ETF qui ont collecté 240 milliards d'euros en actions, ce qui montre quand même que les courbes vont se croiser très très vite en termes de part de marché. Mais une fois qu'on a dit ça, on a assisté à des phases
où les États-Unis ont absorbé, mais comme par enchantement, la totalité de l'épargne du monde en l'espace de quelques jours. On a eu des semaines qui sont sorties vraiment de tous les radars de l'historique. Novembre, et c'est là, on a 140 un milliards, léger je crois. rééquilibrage sur l'Europe et c'est plutôt rassurant. La sous-performance de l'Europe n'est pas une fatalité, Jean-Jacques ? Par moment, non. Il y a souvent des rattrapages rapides. Après, il y a une vérité de différentiel de productivité, de croissance. Là, il y avait un gap historique, 70% de différence de valorisation, même à secteur constant, alors que 30 ou 40% paraît le niveau. Donc, il peut y avoir un rattrapage ponctuel de l'Europe. Mais pour revenir sur la qualité de la croissance, même le jour où il y a eu le décrochage important sur les Nvidia, techs, moins 17. 350, je crois, valeurs du SP500 ont monté ce jour-là. Et le C'est ça. S&P équipondéré termine à 0 Voilà. flat Alors, sur la séance. Ça, c'est un deal assez consensuel, mais qui fonctionne. C'est vraiment. Et d'ailleurs, c'est normal, c'est normal. Quand vous avez des très grosses capitalisations qui, elles, sont en retrait, eh ben, normalement, ça devrait affecter plus que ça l'indice, où il y a 30% de l'indice constitué par ces grosses capitalisations. Donc, si ça veut dire que ça n'a pas provoqué, ça a provoqué finalement une consolidation presque à plat de ces indices. C'est-à-dire que la cote derrière remonte. est en Oui, bien dessous. sûr. Et ça, c'est Mais vraiment donc la diversification va enfin payer. C'est-à-dire que en 2024, le plus vous étiez proche des 7 magnifiques, le mieux c'était pour vous. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y avait vraiment une vérité économique derrière ça. C'est-à-dire qu'il y avait un gap même entre le Nasdaq et ses valeurs. Je crois 40% d'écart de BPA. Cette année, on va tomber à 5%. Donc, voilà, la diffusion est un élément sain. La dynamique des profits déjà se rapproche de l'indice. Voilà, donc ça c'est quelque chose de favorable, plus sain. Et il y a un rattrapage clair. La performance du S&P 500 équipondéré, pour une première fois depuis de très nombreux trimestres, est 3 fois supérieure que la performance de l'indice avec les pondérations habituelles. Sur la logique d'investissement chez Lombardier, là, quels sont les messages à ce stade pour la suite Alors on reste quand même un tout petit peu méfiant sur l'Europe. C'est vrai que la baisse de l'euro et cette croissance bénéficiaire évidemment peut aider. On avait vu ça un peu l'année dernière quand même. Dans les 5-6 premiers mois de l'année, l'Europe avait fait finalement pas si mal. Sûr. Et là, ce qui nous inquiéterait peut-être après cette bonne performance européenne, c'est qu'on va quand même avoir les politiques américaines un peu plus pro-croissance, les baisses de taxes, qui pourraient ramener un petit peu de l'intérêt sur les États-Unis. Donc c'est vrai qu'on a un peu de mal à complètement se départir de notre surpondération américaine. Et pour l'instant, voilà, on reste un peu comme ça. Sur l'échange, je sais qu'il nous reste 30 secondes. Non, il faut, le discours que vous portez, l'idée que le scénario reste celui d'un chemin de croissance naturel pour les États-Unis, un peu dynamique, etc. Ça soutient encore le dollar. Ouais, bien Il n'y a sûr. pas de... D'accord. Bien sûr, donc différentiel de taux d'intérêt, différentiel de croissance. C'est vrai qu'on reste sur une idée d'un euro-dollar autour de la parité. Et encore une fois, on ne le fait pas en achetant des forwards. On a des actifs derrière et on a envie d'avoir un peu plus d'actifs américains. Encore aujourd'hui. Pas sans protection, mais voilà, l'obligataire, les options, ça peut aider. En 2017, le dollar avait perdu 10%. Première année de Trump à la Maison-Blanche. Mais voilà. Après, sur le change, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a une grosse partie du chemin qui a été fait parce que quand le dollar était revenu à parité, à l'époque, c'est quand le prix du gaz, du pétrole était extrêmement cher. Il y avait des balances très négatives pour l'Europe. En termes de l'échange. Pas à l'heure actuelle. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que nous, on est un peu plus haut. Alors après, le change, c'est... Oui. Les facteurs peuvent tourner. À 0,05, mais bon, voilà. Donc, non, je dirais que la tendance... Vous ne voyez pas l'euro-dollar à 1,20, quoi. Non, ça peut être un 10, un 12. Ça peut dire si on pivote à 0,5... Le niveau de septembre, oui, c'est ça. Oui, le niveau de septembre, d'accord. Et c'est sur le yen, peut-être, où là, on a l'impression qu'une tendance serait plus claire que sur le dollar. Voilà. Une tendance à la hausse du yen. À l'appréciation du yen. D'accord. Eh bien, on suivra ça, évidemment, au fur et à mesure des hausses de taux de la Banque du Japon, puisque c'est la banque centrale qui montera ses taux encore cette année. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jean-Jacques Friedman, Vega IS, Saint-Michard, Lombardier, François Chollet, Montségur Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de Donald Trump. Alors, à travers ces 3 premières semaines d'exercice du pouvoir, mais également avec le jeu de la comparaison et des 7 différences, je ne sais pas s'il y en a 7, entre Trump version 1 et notamment la première guerre commerciale menée en 2018-2019 et Trump version 2 qui est en train de prendre ses fonctions. Il les a déjà bien prises depuis 2 semaines et demie. Nous en parlons avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonsoir et bienvenue, John.
Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, moins de 3 semaines après son installation à la Maison-Blanche, Donald Trump a été évidemment sur tous les fronts, avec alors beaucoup de publicité bruyante, vocale d'un côté, mais aussi des décisions ou des annonces de futures décisions. Est-ce qu'il y a déjà des effets Trump économiques qu'on peut suggérer ou imaginer à travers ces 2 premières semaines ou 3 premières semaines d'exercice du pouvoir? Oui, bonsoir Grégoire. Oui, bien évidemment. On peut dire déjà une chose, c'est que les choses vont beaucoup plus vite que pendant le premier mandat. Vous me direz, Donald Trump a de l'expérience, mais on peut aussi dire que ce qui est en train d'arriver, notamment sur les tarifs, il y a plein d'autres choses, mais sur les tarifs, c'est une extension de ce qu'on a eu en 2018 avec une dimension un peu plus stratégique, alors avec la stratégie de Trump, voire un peu chirurgicale. Parce qu'on a vu que immédiatement, lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche, on a l'impression d'ailleurs qu'il est à la Maison-Blanche depuis plus d'une année, mais il est arrivé il y a même pas un mois, eh bien, on est dans une situation où il a mis la pression et immédiatement, il a menacé de mettre des taxes douanières, voire de rattacher, alors ça c'était un peu dans le délire du président, mais de rattacher le Panama aux États-Unis. Et on a vu que d'une certaine manière, il y a des fruits qui sont tombés. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que le Panama, très rapidement, qui avait dit immédiatement qu'il ne négocierait pas avec le président américain, là, vous savez qu'il a accordé le libre passage aux navires de la marine américaine qui passent au travers du canal du Panama. Vous savez qu'il y a énormément de navires de guerre qui passent tous les jours. Ça coûte une véritable fortune à l'armée américaine. Donc ça, c'est la première des choses. L'autre chose, je ne vais pas la commenter parce que tout le monde le sait, mais il y a eu ces menaces d'accords douaniers, d'accords de tarifs douaniers avec le Mexique et le Canada qui ont été momentanément suspendus parce que, eh bien, il y a eu des accords sur notamment la mise en place de dizaines de milliers de soldats aux frontières, aux 2 frontières, pour empêcher l'immigration illégale et puis le trafic d'armes et de fentanyl notamment. Donc on est dans une situation où les choses vont plus vite. Maintenant, au niveau économique, la grosse problématique, je dirais, c'est pas véritablement, quoi qu'on en pense, le Canada et le Mexique, mais c'est bien évidemment la Chine. Parce qu'avec la Chine, il n'y a toujours pas d'accord. Il y a une mise en place de taxes douanières. La réplique a été très très faible des Chinois, mais on est dans une situation où on sait qu'on a énormément de biens, notamment électroniques, chinois, qui arrivent tous les jours sur le sol américain et que ça va coûter plus cher aux consommateurs américains, bien évidemment. Donc, il ne faut pas, même si effectivement Mexique, Canada repousse pour l'instant la menace tarifaire de Donald Trump, il ne faut pas se bercer d'illusions, vous dites, John. Ne serait-ce que parce que la Chine est un ennemi historique et consensuel du point de vue américain, il y aura des tarifs et il y aura une augmentation de la barrière tarifaire pour accéder au marché du consommateur américain. Oui, tout à fait. Et surtout, vous savez, c'était le calcul qui avait été fait durant le premier mandat de Trump et qui est refait maintenant, un calcul très simple, voire simpliste, c'est en disant, écoutez, nous, on vous achète plus de produits que vous nous achetez. Il dit ça avec les Européens, les Canadiens et évidemment les Chinois. Et évidemment, ce calcul est beaucoup trop simpliste pour la simple et bonne raison que vous avez énormément d'entreprises, notamment européennes, si on parle de l'Europe, qui sont déjà implantés aux États-Unis, qui emploient des Américains, qui consomment aux États-Unis, qui payent des impôts aux États-Unis. Et donc, le rapport n'est pas de 1 pour 1. On peut prendre l'exemple des voitures. Vous savez que pour importer une voiture américaine en Europe, c'est environ 20% plus la TVA, tandis que pour l'importer aux États-Unis, c'est moins de 5%. Et donc, Donald Trump voit ici quelque chose qui n'est pas juste. Mais effectivement, le calcul est complètement différent parce qu'il faut voir quel est le rapport de force des personnes qui travaillent dans les pays. Donc ici, avec la Chine, c'est un peu différent.
parce que la Chine a toujours été un ennemi pour les Américains, globalement. Vous savez que si vous posez la question aux Américains, et pas simplement aux républicains, mais aux Américains, quel est l'ennemi des États-Unis? La première réponse, c'est la Chine. La deuxième, c'est la Russie. Mais la première, c'est la Chine, parce qu'ils sont accusés de voler notamment la propriété intellectuelle, de copier tout ce qui est fait aux États-Unis, etc., etc. Les vieilles rengaines. Maintenant, ce que je dirais, c'est que contrairement à ce qui s'était passé en 2017 ou 2018 lors de la première salve de tarifs, où c'était vraiment le Make America Great Again, c'était la focalisation, eh bien je dirais qu'ici c'est un peu différent parce qu'on a vraiment, et on le comprend avec les 2 pauses qui ont été faites avec le Mexique et le Canada, on a vraiment une situation que je dirais de duopole. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, et je me répète, mais on voit vraiment que l'ennemi aujourd'hui, c'est la Chine. Ouais. Et avec la Chine, il faut absolument ou trouver un accord ou les faire plier. C'est vraiment ça la vision du président américain. Et évidemment, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît sur le papier. Ouais. Bon. L'Europe, au milieu de tout ça, toujours avec l'idée des leçons, des enseignements de la première guerre commerciale, ce qui pourrait d'ailleurs se répéter ou ce qui pourrait ne pas se répéter par rapport au schéma de Trump 1.0, John. L'Europe dans tout ça, on voit quand même que la tech et la réglementation européenne qui encadre la tech, et on est gros consommateur de services technologiques américains, bien sûr, ça peut vite devenir un point très gênant pour Trump, d'autant plus qu'il est soutenu désormais par la grande tech américaine. Tous sont venus alors le rallier plus ou moins tôt, j'allais dire, ou dans sa campagne, ou une fois élu, mais tous les grands noms de la tech sont aujourd'hui autour de Trump, ou en tout cas en mode coopératif avec Trump. Oui, alors je dirais une première chose, c'est qu'évidemment on n'est pas dans un rapport de force 1 pour 1, puisque les États-Unis, qu'on le veuille ou non, c'est la première économie mondiale. On a besoin des Américains, comme vous le disiez juste avant. La deuxième chose, ce qui me paraît un tout petit peu plus important pour la croissance européenne, c'est le fait qu'on a l'impression de plus en plus, qu'on regarde ce qui se passe, le cri du cœur, si je peux me permettre, de Mario Draghi, il faut dépenser 800 milliards de plus par année, du gouvernement allemand avec le frein à l'endettement, il faudrait lâcher un petit peu, même s'il est inscrit dans la Constitution. L'Italie, même la France, qui demande des allègements sur l'administration de tout ce qui a un rapport avec l'ESG. On a l'impression que c'est un espèce de wake-up call, c'est-à-dire on se réveille d'une léthargie qui a débuté quasiment en 2008, voire en 2012 avec la crise européenne, et il faut qu'on sorte de cette léthargie. Donc moi, ce qui me plaît, entre guillemets, dans ces menaces potentielles, ces doutes concernant les menaces européennes de M. Trump, c'est de dire qu'en fait, on se rend compte potentiellement, c'est de l'espoir, on se rend compte qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et je répète, Donald Trump, et vous l'avez dit avant, Grégoire, Donald Trump est là depuis à peine 3 semaines, et on est en train de se dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut potentiellement qu'on débloque plus de crédit, il faut qu'on investisse dans la recherche et développement. Il faut qu'on s'intéresse plus à garder nos entreprises technologiques en Europe, nos cerveaux en Europe, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est en train d'essayer, j'ai l'impression que les lignes sont en train de bouger, et il a fallu l'arrivée d'un homme comme Donald Trump pour que ces lignes bougent, alors même qu'il n'a pas mis de tarifs douaniers sur l'Europe. Et c'est ça que je trouve très intéressant, parce qu'il fallait ce choc, entre guillemets, pour l'Europe, alors que c'était quand même un président américain, pour qu'on se dise, mince, là, maintenant, il faut qu'on bouge. Bon. On va voir comment tout ça peut prendre forme, effectivement, parce que autant les rapports, la réflexion, effectivement, elle est là, elle est nourrie. Il y a quand même toujours l'idée qu'il faudra une impulsion politique peut-être un peu plus forte pour avancer et continuer d'avancer en Europe, notamment face à Trump. Merci beaucoup, John. John Plassard, qui était avec nous en visioconférence dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, spécialiste en investissement chez Mirabeau.